Vous voulez partir votre propre podcast ou vous voulez amener celui que vous avez déjà à un autre niveau? Ça tombe bien, on loue le Studio SF, ce merveilleux studio dans lequel je suis présentement et dans lequel également on enregistre le Sans Filtre podcast parmi tant d'autres. La plupart du temps, ce qui empêche les gens de sauter dans l'univers du podcast qui est en croissance constante, c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Qu'à cela ne tienne, dans le Studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, tous les caméras si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast. Et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole. Nicole qui va vous guider dans votre projet. Puis c'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balados indépendants parce qu'il est derrière la console sur tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sansfiltrepodcast@gmail.com. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Cette semaine, le Sans Filtre est présenté par notre page Patreon. On fait à peu près une fois par semaine, Doom puis moi, un podcast exclusif aux membres Patreon où est-ce qu'on est juste les deux, on chill. La dernière fois, on s'est raconté des histoires de notre primaire, la fois où est-ce que Dom s'était fait chier sa tête par un oiseau, entre autres. Fait que c'est ça, on va en faire prochainement où est-ce qu'on va répondre aux questions des membres Patreon. Fait que si vous voulez vous abonner, c'est la meilleure façon de nous encourager. Le lien va être dans la description du podcast. 3$ par mois, vous avez accès à tout ça. Fait que allez checker là-dessus. Sinon, cette semaine, Dom. Cette semaine, on a reçu Émile Bilodeau, auteur, compositeur, interprète. Jeune, crinqué, amoureux de la culture, de la vie, un gars passionné, vraiment, là, je pense que passionné, c'est le mot qui le décrit le mieux, là, puis vraiment engagé aussi. Il est venu ici avec toute son énergie avec laquelle on le connaît, puis ça a été super une belle discussion. On a parlé de culture, on a parlé de souverainisme, lui qui est très, très souverainiste. On a parlé de diversité, on a parlé de laïcité, on a parlé puis aussi de comment qu'on entrevoit aussi la culture dans les prochains mois, dans ce nouveau contexte, dans ce nouveau monde dans lequel on vit. Fait que ça a été une super belle discussion, comme d'habitude. Super le fun de rencontrer Émile Bilodeau. Yes, abonnez-vous à nos chaînes, laissez-nous des commentaires, participez à la discussion, on aime ça vous lire. Si vous nous écoutez en ce moment en audio, laissez-nous un rating sur les applications audio, laissez-nous un commentaire là, ça fait son bout de chemin. Parlez-en à vos amis. Puis bonne continuité de ce confinement qui semble achevé. On va voir, on se croise les doigts. Fait que bon podcast. Yes, bonne écoute. Oh yeah! Hey, Yeah! merci d'être là, man. Ça fait plaisir, les gars. Merci de l'invitation. Toujours un bonheur de voir des gens. En ce moment, c'est ça pas mal, hein? Exact. T'es où, là, toi? Moi, j'étais à Rosemont-Petite-Patrie, puis j'ai déménagé en novembre. Fait que j'ai réussi à... Je me suis débrouillé, veux pas, sans le savoir, à vivre ça toute seule. Puis je pense que c'est pour le mieux. Je m'explique. Chez mes parents, mon frère, ma mère, mon père, ça aurait été différent, je pense, que de vivre ça tout collé ensemble. Je me trouve chanceux dans le déroulement des événements d'avoir mon nouveau chez moi pour affronter ça. Ouais, t'es tout seul, là? Ouais, puis ça, pour vrai, ça me permet de faire de la musique, de penser à mes affaires, de faire des projets. Je trouve ça cool là, d'être dans mon univers puis de former mon univers pendant la COVID-19. Tes journées, ça ressemble à quoi, mettons, là? Ben là, moi, j'ai un nouveau projet. C'est des Instagram Live. En fait, je reçois des amis, auteurs, compositeurs, interprètes, un gars, une fille, tous les samedis soirs. Fait que là, en fait, j'ai 20 minutes avec le premier invité, un autre 20 minutes avec le deuxième. Fait que ça me pousse à faire du travail de recherche, en fait, de comme un peu comprendre les étapes de leur carrière, les dates de sortie de leur album, leur projet, rester à l'affût de leur actualité. Puis ça, veut pas, ben ça crée un peu du travail. Puis c'est une affaire que j'aime bien. C'est vraiment quelque chose que je me suis donné comme défi dans ma vie, en fait, de faire connaître la musique au Québec.
parce que bien qu'elle ait plusieurs plateformes, là, je trouve ça important de montrer le talent de chez nous. Ouais, j'avais des petits bouts. J'ai vu que tu avais reçu Jérôme 50, entre autres. Qui t'a reçu à part de ça? Écoute, Jérôme, c'était malade. Là. Moi puis Jérôme, là, on s'est parlé 20 minutes. On se voit pas souvent parce qu'il habite à Québec, mais on a parlé. Lui, il a étudié en enseignement. Puis on a parlé de son rapport avec la jeunesse dans ses musiques. On a parlé aussi d'indépendance. On a parlé de comment on pouvait venir en aide aux salles de spectacle, les plus petites salles de spectacle dans les grands centres, que ce soit à Montréal ou à Québec. C'était juste 20 minutes. Fait que ça donne une idée. Sinon, moi, j'ai reçu Gab Bouchard, qui a sorti un dernier album récemment. Sarah Dufour, qui est une fille du coin où PH a vu le jour, c'est-à-dire elle est née à Dolbeau-Mistassini. Après ça, j'ai reçu Pierre-Hervé Goulet, un gars de la Beauce. J'ai reçu Caroline Savoie, puis Lou-Adrienne Cassidy. Puis là, la semaine prochaine, je reçois Lydia Kepinski puis Émeric Saint-Cyr de Mon Doux Seigneur. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Puis le fait que ça soit à chaque samedi, ben ça me donne du repos. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas trop demandant. En fait, le fait de te garder à jour comme ça, là, j'imagine que c'est une genre de formation continue pour toi, là. Exact. Je sais pas qu'est-ce que la vie me réserve, mais j'aime beaucoup faire de la télé, j'aime beaucoup faire de la radio. Fait que de m'ouvrir cette porte-là, de créer mon propre CV à une éventuelle carrière de, je sais pas, chroniqueur culturel. Parce que je pense que si je fais de la musique, c'est vraiment à cause de mon amour de la culture en premier. Mm-hmm. Wow. Plus qu'une prédisposition à la musique, c'est vraiment l'amour pour la culture québécoise. Ouais, c'est ça. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que la culture veut pas. Elle est très liée à notre société. Tu sais, les artistes qui dénoncent, les artistes qui surfent sur leur époque, ça en dit beaucoup sur qui nous sommes, puis où est-ce qu'on s'en va, puis d'où est-ce qu'on vient. Fait que je pense que ce rapport-là est très... J'ai un souci de ce rapport-là dans ma vie. J'écoutais le podcast que tu as fait avec Adamo là, au début de l'année. Je pense que c'était en janvier. Hein? Ouais. Ben ça c'est une autre affaire. Mais effectivement, c'est une autre affaire. Ouais. Et tu parlais que tu rentrais dans un nouveau cycle un peu de création, un nouveau projet. Là. C'est-tu encore... là, en ce moment, si tu reposes ou bien t'es là-dedans? Comment ça se passe? Écoute, man, c'est une assez bonne question, Dom. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que le confinement et la COVID arrive à nos portes, moi, j'étais déjà en écriture de mon 3e album. C'est un 3e album qui, avant la quarantaine puis tout ça, parlait déjà de vulnérabilité puis d'isolement. Fait que là, en même temps, je suis content parce que je sais que mes tunes vont rejoindre le monde parce que ça va être proche d'eux. Mais en même temps, ça me fait chier parce que j'aurais aimé ça arriver puis surprendre le monde parce qu'on connaît ma bouille, tu sais, le gars qui danse tout. Puis là, j'arrivais avec une vibe un peu plus assise. Puis je trouve que, mais en même temps, peut-être, mais c'est ça. Ce qui est difficile, c'est de penser que dans 2 ans, tous les artistes vont sortir des albums tristes, puis que moi, je vais avoir pas mal la même couleur que tout le monde, alors que c'était pas ça le but du tout. C'est drôle. Dans le podcast, tu dis même justement, je parle d'isolement, de vulnérabilité. Tu dis, je parle aussi des personnes âgées, qu'on met dans les résidences, puis ça, c'est comme. J'ai une chanson, là. Il y a 1 an, j'ai écrit une chanson sur un personnage fictif qui s'appelait Horacio Arruda. Puis là, tabarnak! C'était un pur hasard, là. J'ai pris des lettres au hasard. Hey, moi, les gars, là, je m'ouvre une bière, puis j'en profite de faire la pub pour Pete Caribou, une bière de la Gaspésie. Moi, mon émission, les samedis, s'appelle Une bière et un bill. Puis ma grand-mère est fâchée. À chaque fois, elle écoute ça, tu sais, ça lui fait plaisir. Puis elle m'appelle tout le temps, elle dit « Tu bois trop de bière, tu bois trop vite. » Mais là, je sais que ma grand-mère ne regardera pas ça. C'est pas contre vous autres, mais je m'ouvre une bière. Tu fais bien, j'aime ça ton attitude envers tout ce qui est québécois, ça me rend fier, on dirait. Ah, tant mieux, man! C'est gentil! Puis ça transparaît aussi à travers ta musique, tu sais, cet amour-là. Quels sont, mettons, en grandissant, quels ont été tes vecteurs de passion pour le Québec là, au niveau de la culture, là? Ben moi, premièrement, j'ai vraiment une philosophie qui se transmet dans ma vision du sport, du travail. Tu sais, cette idée-là de jouer pour la bonne équipe, c'est vraiment important pour moi parce que je suis un travaillant, je suis assidu, j'arrive à l'heure. Mais je pense que si je fais tout ça puis que je travaille aussi fort, c'est pour le bien, admettons, de mon équipe, c'est pour le bien de ma famille, de mes amis. Fait que je pense que ça vient rejoindre un peu la vision que j'ai
de travailler tous ensemble au Québec pour le Québec. Tu sais. Mon nationalisme est vraiment basé là-dessus. Tu sais. Quand je regarde des plus petites nations à travers le monde qui, eux, ont leur drapeau dans le dictionnaire, qui, eux, peuvent faire des compétitions sportives dans des plateformes mondiales comme les Olympiques ou la Coupe du Monde ou par exemple, le hockey. Là, on sait qu'au Québec, on est fort. Ben, moi, je me ronge tout le temps un peu les doigts. Je dis, pourquoi eux puis pas nous autres, là, tu sais? Fait que moi, c'est aussi tous les artistes qui m'ont parlé, tu sais, qui parlaient mon vocabulaire, le joual, que j'ai vraiment pu comprendre que j'étais issu de cette gang-là. Tu sais, que, admettons, quand Dédé, dans sa toune, Tassez-vous de là, il disait « J'en ai plein mon casque, mais c'est pas encore leur overdose. Aidez-moi. » Là, j'étais comme « Les Français, ils savent pas c'est quoi. J'en ai plein mon casque, mais c'est pas encore leur overdose. » Il y a vraiment quelque chose qui m'a rejoint là. Je savais que c'était notre vocabulaire, que c'était nos inside. Puis ça, ben, c'est vraiment une philosophie sur laquelle je surfe là, pour encore longtemps. Puis, comment est-ce que tu l'appliques consciemment dans ton art à toi? Ben, je pense c'est que juste oui. en toi, tu sais, ces espèces d'influences-là de d'où tu viens. Est-ce que tu y penses ou tu l'appliques juste parce que c'est en toi? Ben, je pense que je fais un peu des deux. Tu sais, c'est sûr que dans tout ce que je dis et tout ce que je fais, il y a une envie politique de vouloir brasser la soupe et de ramener les souverainistes de tous les horizons, tu sais. Mais en même temps, je pense que mes chansons, mes vidéoclips, mes références, ça va de soi, tu sais. Il n'y a pas vraiment... tu sais, quand j'ai fait un vidéoclip avec un castor, puis qui parlait, admettons dans Candy, mon dernier vidéoclip, qui parlait de la ville de Montréal qui interdisait de faire des feux dans les maisons, c'est-à-dire dans le poêle. Là. Je sais pas si tu peux m'aider, là, des feux de foyer. Des feux de foyer. Des feux de foyer. Ouais, c'était indirectement basé sur notre localité, notre municipalité-là qui a refusé, qui a interdit les feux de foyer. Fait que c'est comme une approche très terre à terre de comme moi, je parle de mon monde, ça se passe dans ma ville. Il y a un castor qui est quand même un emblème de notre territoire. Tu sais, fait que oui, en entrevue, je le laisse beaucoup transparaître parce que j'ai des buts politiques, j'ai des buts de rassembler. Mais quand je fais mon art, c'est tellement en moi, ça, tu sais, que j'ai même plus besoin de me forcer pour le faire. Tu sais. Puis ça, tu dis le mot rassembler, puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est vraiment un nationalisme qui est pas diviseur pantoute, qui est pas polarisant. Là. C'est vraiment un nationalisme de genre, hey, on est tous dans la même gang, puis let's go. Là, un peu comme probablement Fiori était là, dans ses tunes. Puis Fiori, c'est un bon exemple d'homme, parce que lui, il est d'origine italienne. Puis quand il arrive, à tout le monde en parle pour nous dire, moi, là, j'étais un Italien qui arrivait à Montréal, là, puis j'avais des rêves, puis le Québec m'a aidé à les achever, à les entretenir, ces rêves-là. Puis je trouve ça beau, tu sais. Faut vraiment, je pense, au Québec, essayer de redorer l'image de la terre d'accueil. Malheureusement, au Québec, je pense qu'on a perdu plusieurs plumes. Puis, faut pas pointer du doigt personne. Faut dire qu'il y a une montée de la droite à travers le monde, tu sais, au Brésil, aux États-Unis, pour ne nommer que ces deux-là. Fait que moi, je suis juste là. Tu sais, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Freddie Mercury, c'est mon deuxième album. J'ai un featuring avec Claude Pelgag. Je trouvais que c'était la bonne personne pour nous parler de différence puis d'acceptation. Parce que le premier couplet est beaucoup axé sur accepter son corps, accepter qui nous sommes dans toute notre différence. Puis le deuxième couplet est plus dans l'idée d'accepter les autres cultures, les autres couleurs. Fait que moi, j'ai écrit cette chanson-là parce que je regardais mon Québec, parce que je regardais la loi 21, avant que tout le monde tripe sur la CAQ parce qu'ils font font un travail formidable pour justement montrer un bon leadership pour affronter la crise. Mais c'est vrai que la loi 21, ça lançait un drôle de message sur le nationalisme québécois parce que la CAQ se définit comme étant un nationaliste, pas souverainiste, mais qui veut vraiment aller chercher tous ses pouvoirs politiques dans la Confédération puis vraiment respecter la vision québécoise dans ce pays. Ce qui est quand même noble, il faut l'avouer. Mais par contre, on s'est un peu pris les pattes avec ça. Si vous voulez, on pourrait en parler plus longuement. À vous de décider. Ben, tout à fait, tout à fait. On peut embarquer là-dessus. Là. Moi, j'ai l'impression que cette loi-là a été perçue borderline raciste par beaucoup de gens à l'extérieur du Québec, même si les intentions, j'ai l'impression, n'étaient pas celles-là.
Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut savoir, premièrement, que moi, si j'ai le goût d'en parler, c'est justement à cause du rapport que le reste du Canada a sur cette loi-là. Puis après, je pourrais te parler de ma vision québécoise de cette loi-là. Premièrement, il faut comprendre que quand, admettons, moi, je suis allé au Nunavut faire un show avec Iqaluit, OK? Puis là, on était reçus par des Canadiens des Canadiens hors Québec. Puis là, il disait, on le sait bien, vous autres, vous avez de la difficulté avec les gens qui viennent d'autres cultures, qui viennent s'installer. T'sais. Puis moi, je trouve ça difficile de subir ce regard-là, alors que je sais que le Canada a de la difficulté d'accueillir les francophones en leur territoire, en leurs institutions. OK? C'est la première affaire. Puis moi, ce que je me dis, c'est que il faut vraiment qu'on aille cette discussion-là entre Québécois sans se faire traiter de raciste de l'autre bord. Parce que là, c'est sûr que le dialogue va juste être quelque chose de polémique parce que on va tasser un peu de côté le fond du débat pour dire on n'est pas des racistes, vous êtes des racistes. Là, le débat va tomber dans l'huile, puis dans le goudron, puis dans le plumage. La fameuse expression. Mais là, ce qui est intéressant d'un point de vue québécois, c'est que si on se donne la capacité d'en parler, admettons, de devenir un pays, puis sans, mettons, c'était ça, là, on était un Québec indépendant, on se donne la possibilité d'en faire un débat national, chose qui n'est pas arrivée parce que François Legault, il a mis le droit du bâillon. Quand tu es majoritaire, tu peux passer des lois comme tu veux. Ça, j'ai trouvé ça difficile parce que qu'est-ce qu'elle dit, cette loi-là? Elle dit que toutes les femmes voilées, par exemple, si on prend les musulmanes, ils peuvent pas enseigner. Ils peuvent pas enseigner. Qu'est-ce que ça dit, ça? Sans, mettons, tes profs là, au cégep, puis que tu vois une jeune femme voilée qui vient dans ton cours et qui dit « Moi, mon rêve, c'est d'être enseignante. » Ben, c'est ton devoir en tant qu'enseignant de dire « Il va falloir que tu choisisses entre ton rêve puis ta personnalité, puis la personne que t'es. Puis, tu sais, il va falloir que tu fasses un sacrifice envers ta philosophie religieuse. » Puis c'est ça que je trouve difficile. Est-ce que ça dit pas, les immigrants, vous pouvez venir travailler ici, vous pouvez faire partie de nous, mais vous devez faire partie de nous en ayant des emplois moins intéressants. Parce qu'on le sait, là, tu sais, être juge, être policier, c'est payant. Puis moi, quand je vois des gens qui passent par nos institutions en santé, je suis pas inquiété. Jamais un juge va mettre de l'avant sa spiritualité pour donner une sanction à quelqu'un. Parce que si ça arrivait, ça, ben cette personne-là se ferait renvoyer. Fait que je trouve que la loi 21, elle est problématique et je trouve ça difficile de se faire traiter de raciste par les autres Canadiens, alors que c'est un débat qu'on devrait avoir entre Québécois parce que c'est quelque chose d'important. Puis on est une minorité dans le Canada, fait que c'est difficile pour nous autres de dealer avec les autres minorités. Tabarnak, moi je vais prendre une bonne bière. C'est bon, vas-y, j'aime ça. Un gars passionné, moi, les gars, je vais vous lancer une question par rapport justement à la loi 21 et à la laïcité de l'État. Moi, étant un... je sais pas, peut-être, j'appellerais pas ça activiste athée, mais en étant un athée qui juge que un monde sans religion serait probablement bénéfique dans ma conception du truc, j'ai l'impression que la laïcité de l'État, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait du sens d'un point de vue philosophique de se dire on va mettre en place des institutions puis on va pas les laisser être affectés par aucun symbole religieux, par aucune religion. Tu sais, fait que le concept de la laïcité de l'État m'apparaît comme un concept qui fait beaucoup de sens. Oui, par contre, je suis à ce moment-là. Une fois qu'il est vraiment... une fois qu'il est pris hors contexte par quelqu'un qui entend ça, sans sans vraiment pouvoir voir plus loin que juste exactement ce que tu dis, de prendre un cas précis puis de dire « Hey, toi, il va falloir que tu changes ou que tu changes de job. J'ai l'impression que c'est comme là la dichotomie entre la réception puis la qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Puis moi, je trouve que en tant qu'État, de prendre le contrôle puis de dire on enlève la religion de l'équation, je trouve que c'est quand même louable, tu sais, comme décision progressive quand même. Fait que c'est comme... Vas-y.
la raison pour laquelle c'est tellement un sujet important puis bouillant en les Québécois, bien certainement envers une population un peu plus vieillissante, c'est qu'une des grandes réussites de notre État, ça a été la Révolution tranquille, quand on a réussi à mettre la religion catholique à l'extérieur de notre système d'éducation, de santé, d'enseignement, je l'ai déjà dit, mais en tout cas, ça, c'est en nous. On est fiers de ça. Puis j'ai l'impression que dans la loi 21, les gens y ont vu, ils ont retrouvé la fierté d'un des bons coups qu'on a fait en 1960. Mais là, c'est ça. Là, il faut vraiment qu'on arrive à définir ensemble c'est quoi l'image qu'on veut donner à notre nation. Une nation qui a toujours été reconnue comme étant une terre d'accueil pour les communautés francophones à travers le monde. Puis moi, je trouve ça difficile, comme tu le dis, être sur le terrain, puis dire à une jeune professionnelle qui a étudié là-dedans depuis 4-5 ans à l'université, puis de dire « Désolé, mais au Québec, tu ne pourras pas avoir le travail pour lequel tu as travaillé si fort, puis pour lequel tu rêves depuis longtemps, parce que nous autres, ben on est mal à l'aise quand il y a une femme avec un voile qui nous donne une contravention. » Moi, personnellement, en tant que jeune Québécois, qui sait qu'il va en avoir de plus en plus des couleurs au Québec, je trouve ça difficile de commencer ma vie de jeune citoyen avec cette contrainte-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais tu as absolument raison, Émile, que ce malaise-là vient d'un traumatisme de vraiment la génération de nos parents qui ont vécu leur jeunesse en étant dans un système où la religion contrôlait pratiquement toutes les sphères. Là, puis exact. L'éducation, puis tout ça. Puis on l'a rejeté, puis ça, c'est une bonne chose, mais c'est ça. Je pense que justement, cette peur-là, cette crainte-là demeure. Oui. Mais le monde a changé. Le monde a changé beaucoup. Puis tu sais, c'est pas il n'y a pas un danger pour une institution quand il y a une professeure qui enseigne au primaire avec un voile, puis elle va pas, c'est pas ça qui va réécrire. Si les fondements de notre système d'éducation restent laïques, c'est pas parce que dans sa confession personnelle, une enseignante est d'une telle ou telle religion que ça va changer quelque chose. Si elle applique, je veux dire, l'enseignement selon lequel au Québec, on prescrit, là, puis après ça, puis je peux être un blanc, puis avoir aucun signe religieux, puis enseigner le créationnisme à mes élèves, ça me tente. C'est pas mon symbole religieux qui définit comment. Fait qu'après ça, c'est de juger la compétence de chacun de ces individus-là, puis pas selon ce qu'elle a l'air, mais vraiment selon justement ses compétences, son contenu. Puis si on se rend compte que certaines convictions personnelles vont à l'encontre du programme ou de quoi que ce soit qu'on veut partager, qu'on veut enseigner à la prochaine génération, bien là, il y a un problème, mais sinon, il n'y en a pas, je pense. Je trouve ça super intéressant, tout ce que vous dites. Puis je pense qu'il y a un point qui revient dans ce qu'on dit les trois, c'est le concept de la peur de l'autre. Le concept de la peur de l'autre. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est la base, en fait, de la création de cette loi-là. Et moi, ce que je dis pour contrer cette peur-là, quoi de mieux que quand tu es jeune, d'avoir quelqu'un devant toi de différent, qui t'enseigne, qui est gentil avec toi, qui, admettons, qui t'enseigne le français. Puis là, ta perception des gens qui viennent d'ailleurs change. Là. Pour toi, c'est un acolyte, c'est quelqu'un qui te veut du bien. Moi, quand je check la fusillade qu'il y a eu à Québec, là, on s'en calisse de ce gars-là, je sais pas c'est quoi son nom, là, mais lui, là, si jeune, là, il y avait eu une prof ou un prof issu d'une minorité qui l'aurait vu comme un allié. Je pense que sa conception de sa peur aurait été différente. Moi, je trouve ça aberrant quand on dit « Ouais, mais tu sais, s'ils sont trop présents auprès de nos jeunes vont virer extrémistes. » Voyons donc la gang, c'est le contraire. Quand tu fais une association d'idées de quelqu'un de différent puis tu l'associes à quelque chose de positif, ben, je pense qu'une société en sort grandie. Toi, t'as grandi à Laval. Pas à Laval, excusez-moi. À Longueuil, Rive-Sud-Ouest. Donc, j'imagine qu'au secondaire, moi et PH, on vient de Québec. Okay. Moi, mes études primaires et secondaires étaient majoritairement entourées de blancs, là, de Québécois, qu'on appelle de souche. Là, je pense que j'ai jamais eu un professeur, au-delà des élèves, là, je pense que j'ai jamais eu un professeur qui n'était pas blanc, québécois de nationalité. La plupart de la diversité dans nos classes, c'était... Ben, il y en avait très peu, puis c'était beaucoup plus des enfants adoptés que des enfants, vraiment quelqu'un qui arrive au Québec puis qui c'est une nouvelle culture. Là, fait que d'accord. On n'a pas vraiment eu le contact avec ces cultures-là, mais j'imagine que toi, au secondaire, ça devait être très omniprésent. Là.
Ah, moi, mon homme, là, c'est une des grandes chances que j'ai eues dans ma vie. Moi, je me trouve chanceux parce que ça a beaucoup affecté mon travail et la perception de mon nationalisme parce que à Montréal, je veux pas, c'est là que les opportunités de travail sont les plus fréquentes. Puis là, récemment, la commission Marie-Victorin, ça, c'est la commission scolaire de Longueuil, là, qui chapeaute mon secondaire, mon primaire, puis si je ne m'abuse de cégep, mais ça, je suis pas convaincu. Elle a fait une manifestation pour la diversité. Fait que j'étais avec des jeunes de 12 ans et moins, puis là, on marchait dans les rues de Longueuil, puis on criait la diversité, l'amour de la diversité. Puis ce qui est intéressant dans cette commission scolaire-là, c'est que 53%, c'est-à-dire plus que la majorité, sont issus de l'immigration, que ce soit de la première génération, deuxième ou troisième génération. Fait que quand j'ai vu toutes les gens avec leurs pancartes, tu sais, à cet âge-là, c'est pas des affaires éditoriales à la Martineau, là. Je me rappelle, les pancartes, c'était comme, c'était un panda, puis il y avait juste écrit « Je vous aime, passez une belle journée ». Puis c'est des jeunes qui ont juste envie de dire qu'ils s'aiment. Puis quand je regarde ça, puis que j'essaie de les projeter dans un futur où ils vont se faire dire « T'as pas le droit d'être une police, t'as pas le droit d'être enseignant, t'as pas le droit d'être juge ». Moi, ça me calisse sa tête. Moi, c'est pour ça que, pour moi, ce discours-là est important. Et je ne dis pas que les gens qui sont pour la loi 21, c'est des hosties de caves. Je dis que c'est un débat qu'on doit avoir plus longtemps. C'est un débat qui doit se faire sans le regard du Canadien, du Canada, parce que le Canada prône quelque chose de différent. Ah! Est-ce que je trouve ça plus intéressant qu'Adamo, ce petit podcast-là, les gars? Ça fait du bien. Merci de me laisser m'exprimer de même devant vos fanbases. C'est parfait. C'est rare qu'on a ce genre de conversation-là, en plus, sur le podcast. On a reçu, il y a une couple de semaines, on a reçu Catherine Fournier, la députée. Oui, je l'ai vue. C'était mon ancienne députée. Moi, j'ai eu la chance de discuter plusieurs fois avec elle de tout et de rien. C'est vraiment agréable. C'est le fun, parce que vous avez un peu la même vision, justement, d'un nouveau sort de souverainisme, vraiment plus inclusif, puis ça n'a pas le choix d'être ça. Je veux dire, on veut... Si quelqu'un qui veut la souveraineté de nos jours peut pas avoir l'espèce de nostalgie d'un Québec d'antan. Le Québec change, le Québec va continuer de changer. Il faut l'accepter, puis il faut construire à partir de ça. T'sais. Bien dit, Dom. Puis si on peut faire ensemble un lien avec le deuxième référendum, je trouve que au-delà de la défaite référendaire, ce qui a fait plus mal, et je crois que c'est le discours de Parizeau. En fait, la dernière phrase, ou une des dernières phrases, quand il dit que c'est à cause de l'argent et des votes ethniques, malheureusement, je pense qu'on voit un peu l'héritage de tout ça. Mais moi, il faut savoir que Jacques Parizeau, j'aurais été 100 000 $ avec lui pour faire un pays avec ce cerveau-là, ce grand homme économique, ce grand rassembleur. Mais par contre, il faut l'avouer, ça a été une gaffe, ça a été quelque chose auquel on a hérité aujourd'hui. Mm-hmm. Absolument. Puis au-delà de la gaffe et de la perception, je crois que ça a fait qu'il y a beaucoup de partisans qui se sont radicalisés en prenant ça comme étant une des raisons principales, puis en le prenant comme du cash. Puis possiblement que c'était vrai à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a vraiment deux catégories de souverainistes. Puis il y a celle qu'on parle en ce moment, qui est vers un Québec ouvert, mais quand on sort un petit peu de notre chambre d'écho, on réalise qu'il y a un Québec beaucoup plus radicalisé qui a des propos de droite très extrêmes. Puis ça, je trouve que moi, ça me fait peur un petit peu à l'intérieur même de ce mouvement-là, d'avoir une aussi grande dichotomie. Je pense que ça s'appelle Radio-Québec maintenant, un gars qui fait une émission sur YouTube, mais c'est vu par des centaines de milliers de personnes, puis c'est assez radical quand même comme propos, là, puis je trouve que c'est ça. Je sais pas trop sur quel pied danser par rapport à tout ça, parce qu'au final, la souveraineté étant le but, mais le moyen d'y arriver étant très différent. Là. Écoute, je pense qu'il faut faire la souveraineté pour les bonnes raisons. Puis ce qui est important quand tu te retrouves à des groupes comme celui-là là, ou à la meute, c'est pas nécessairement d'essayer de les convaincre. Mais je pense que quand tu t'adresses, admettons, à un auditoire, puis que tu es face à quelqu'un qui est détraqué, puis qui pense vraiment à des idées de blanchitude, puis de tradition, puis c'est important, c'est que tu convainques les gens alentour de toi. Puis peut-être même ses enfants ou whatever. Moi, j'écris de la musique avec des messages cachés, qui est quand même accessible à tous, pour que si jamais un père, pour une raison ou une autre, a de la haine envers une minorité, bien que s'il écoute ma toune dans la radio qui se dise
cet enfant-là, qu'on y ouvre une porte. Parce que malheureusement, trop souvent, on devient héritier des valeurs de nos parents. Puis je pense que c'est notre devoir, avec ce qu'on fait, nos plateformes, d'aller chercher ces gens-là. C'est important de leur montrer d'autres visions, puis de leur montrer qu'au Québec, là, les seuls ennemis qu'on a, c'est les Bruins de Boston. Je pense vraiment, tantôt on parlait de peur, puis j'ai vraiment l'impression que c'est comme le moteur de peur de l'autre, mais aussi peur du changement, tu sais. Puis ouais. Justement, quand tu as l'impression que l'immigration, ça va effectuer un changement dans où toi tu te situes dans soit, tu sais, si tu as peur de te faire, je sais pas, tu sais, on entend ça, ils vont voler nos jobs, ils vont ici, ils vont ça. Ils vont voler nos femmes. Non, mais c'est une peur, justement, de comme mon confort, ma manière de vivre est menacée, tu sais. Ben moi, je pense qu'il faut ramener ça à l'éducation. Tu sais, j'en parlais un peu avec Jérôme samedi passé. C'est le nerf de la guerre, tu sais, de montrer ce qui se passe à travers le monde, puis de montrer les flux migratoires, puis de montrer que personne a envie de s'en aller de son pays. Parce que moi, je suis le premier, là. On accorde un amour particulier à notre terre, à notre famille, à notre culture. Et si ces gens-là, ils partent, là, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis moi, je trouve que c'est notre devoir de les accueillir, de leur montrer la beauté de notre nation, puis de vraiment mettre l'accent là-dessus. Comme ça, ben, il y a vraiment des liens qui se créent. Puis on n'est pas deux contre, on est ensemble. Puis je pense que l'éducation, dans les cours d'histoire, dans les cours de philosophie, doit utiliser de plus en plus le thème de l'acceptation. Tu sais, c'est ça le nerf de la guerre, selon moi. Puis, je te pose une question. Vas-y. Je pose une question un peu philosophique, Émile. Je vais prendre une autre gorgée, attends. Qu'est-ce qui définit un Québécois? Oh, tabarnak! Ben, premièrement, faut que tu aies les 2 albums d'Émile Bilodeau. Ça, c'est important. Non, mais tu sais, je pense que ce qui est sûr, là, puis ça, je le vois parce que je me promène à travers le Québec avec mes chansons. On est des gens qui aiment faire la fête. Ça, c'est sûr. On est des gens joviales, des gens généreux, des gens très originaux parce que, veux pas, il faut être original pour persister avec notre langue depuis si longtemps dans une Amérique du Nord bondée d'anglais, tu sais. Donc, je trouve que, un peu à l'image de Dédé Fortin, on est des gens humbles. Tu sais, souvent, on parle du fait qu'on n'aime pas ça parler d'argent et de nos succès chez nos vedettes. Tu sais, c'est un peu tabou. On est des gens humbles, originaux, parce qu'on a des artistes qui sont reconnus à travers le monde pour un travail qui se fait la plupart du temps en joie, puis avec notre humour, notre sens notre sens d'humour puis notre sens de la création. Puis on est des gens qui aiment faire la fête. Tu sais. Moi, quand je m'en vais, admettons, je sais pas moi, à Rouen, puis que je chante « J'en ai plein mon casque », je dis tout le temps « J'en ai plein mon casque », on a chanté de quelque chose. Admettons, est-ce que pétrole Albertin? Puis là, tout le monde sont comme « Ouais! » Mais peut-être que là-dedans, il y a des gens qui se touchent en regardant des photos de la reine avec de l'huile à moteur. Là. Mais eux autres, ils sont avec moi, puis ils trippent pour un show. Je trouve que ça, là, la musique, ça nous rapproche, l'humour aussi. Je trouve que ça définit un Québécois. Mais ma question, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Ma question, c'est plutôt qu'est-ce qui fait... Parce qu'on pourrait dire, mettons, tout le monde qui habite sur le territoire du Québec est un Québécois, ce qui serait une réponse légitime. Mais je pense quand même que peu importe que tu sois blanc ou peu importe quoi, je pense que faut qu'il y ait comme un désir de vivre ensemble, de participer à la... Que là, je parle d'un bord ou de l'autre, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce que, tu sais, mettons, quelqu'un pourrait ne pas parler français, être juste arrivé ici, mais je pense que s'il a le désir de participer à la collectivité, ben, je veux dire, ça fait de lui un Québécois, là, tu sais. Ben, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la population anglophone au Québec, parce que moi, je vis avec un profond malaise. Tu sais, quand je regarde, admettons d'un point de vue musical, là, quand je regarde les bandes comme Arcade Fire ou Half Moon Run, qui connaissent beaucoup de succès, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas su se sentir aidés par les institutions musicales au Québec. Tu sais, nous autres, on vit beaucoup avec la surprotection de notre langue.
Puis aujourd'hui, quand je regarde le succès de ces deux bandes-là, par exemple, Milk and Bone aussi, j'ai comme l'impression que ils ont de la difficulté de se dire québécois parce que nous autres, on finance beaucoup les projets francophones, le calque, tous les textes en français, toutes les bandes, tu sais. Ça fait en sorte que quand, mettons, House Moon Run va chercher, ou Arcade Fire va chercher un Grammy, c'est-tu ça, Grammy musical? Je sais pas trop. Ouais. Oui, okay. Ben, absolument. Arcade Fire, ils ont gagné le Grammy de l'album de l'année avec c'est ça. The Suburbs. Puis quand ils m'ont cherché, je suis comme, ah man, tu sais, j'aurais aimé ça, qu'on leur donne plus de coups de main, puis qu'on laisse tomber un peu notre peur de tomber sans financement pour les projets francophones. Je trouve qu'il faut vraiment qu'on ouvre plus la porte à cette population-là. Moi, je pense à Léonard Cohen, qui nous ont mis sa map, qui est un grand Québécois, un grand Montréalais. Malheureusement, les gens de mon âge, ils ne connaissent pas tous, tu sais. Puis c'est important de comprendre l'histoire puis l'apport anglophone au Québec. Donc, c'est pour ça que moi, dans mes tunes, je mets des petits mots en anglais. Mais c'est sûr que, tu sais, on est loin des Dead Obies. Ben, j'ai l'impression que c'est vraiment un excellent point que tu marques avec Léonard Cohen. Puis j'ai l'impression qu'il faut faire la distinction entre protéger la langue française puis en fermer la porte à l'influence extérieure aussi, tu sais. Puis je pense qu'en ce moment, il y a comme une espèce de bon métissage qui est en train de se faire. Tu sais, hier, pas plus tard qu'hier, en fait, Patrick Watson, à Tout le monde en parle. Oui! Je veux dire, ça, je trouve que c'est un bon exemple de comme, OK, non, Patrick Watson, quand il parle en entrevue au Québec, il parle en français, tu sais. Puis il chante en anglais, puis on l'invite sur des plateaux comme ça. Puis je pense que peut-être que c'est en train de se faire plus. Oui, Charlotte Cardin aussi, c'est un bon exemple. Ouais. Puis pour en venir à Patrick Watson, moi, les gars, je fais une courte parenthèse. Je suis allé voir le show Carc Watson, c'était Carquois, la bande à Louis-Jean Cormier, puis la bande à Patrick. C'était malade, man. Les deux jouaient sur les succès des autres. Puis non, c'est ça, t'as raison. Je pense qu'il y a un métissage qui se fait, puis c'est tant mieux. Parce que là, le Québec, on veut pas être la gang à se surprotéger. On veut faire partie du monde. Puis je pense que c'est vraiment ça le projet d'indépendance que j'essaie de défendre, c'est de prendre sa place. Fait qu'on serait bien maudit de prendre sa place en fermant les douanes puis en achetant, tu sais, vive le panier bleu, mais Chris, c'est bon, là, The Strokes, là, tu sais, je veux dire, let's go. Ça m'a fait penser à Arcade Fire. Je me rappelle quand il avait gagné le Grammy. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, la fille de Arcade Fire. Là. Régine. Régine, oui. elle avait fait un petit message en français pour les gens de Montréal. Elle avait dit merci Montréal, merci Québec en français, tu sais. Trop cool, man. Ça, c'est hot. Ce qui était le fun, parce que je crois même pas qu'elle est... Je sais pas si c'est francophone. Elle est haïtienne, je crois. Elle est haïtienne. Oui, elle est haïtienne. Exactement. Puis, tu sais, le Ben, il y a beaucoup d'Américains. C'est un Ben vraiment métissé. Exact. Mais qui sont tout le temps revendiqués montréalais, tu sais. C'est ça, c'est cool, man. Puis ça, il faut continuer d'encourager ça. Il faut que les gens se sentent montréalais. C'est important parce que c'est une belle ville. Puis, tu sais, je veux dire, elle a tellement beaucoup... comment dire ça? Là, elle est valorisée par la musique, cette ville-là. Elle est reconnue comme telle. Le Montreal Sound. Mm-hmm. Exactement, tu sais, puis notre dynamisme culturel, tu sais. Moi, j'essaie de mettre sur pied un projet pour essayer de donner des fonds aux petites salles comme le Lion d'Or, le Quai des Brumes, le Ministère, parce que c'est vraiment ces petites salles-là qui font de Montréal ce qu'il est, c'est-à-dire une ville où tu peux aller voir un show à l'heure que tu veux, à la place que tu veux, avec 10-15$ puis passer une belle soirée. Puis en ce moment, ces salles-là sont dans le trouble. Ouais, vraiment. Exactement. Il y a un article qui est sorti sur le Lion d'Or. Moi, le Lion d'Or, c'est une place spéciale dans mon cœur. C'est là qu'il se passe les Francouvertes. On y reviendra tantôt si on en parle, ça me fait plaisir. C'est là que j'ai fait mon lancement aussi de mon premier album. Puis, j'étais allé voir des shows incroyables. Fait que j'essaie avec l'équipe que j'ai puis les moyens du bord de créer des affaires dynamiques pour inciter les gens à donner des fonds puis tout en montrant l'exemple. Moi, j'aimerais beaucoup donner une bonne somme d'argent parce que ces places-là ont mis sur pied les Cœurs de Pirates, les Bernard Adamus. C'est là qu'on a eu la chance de se péter à gueule avant de mieux faire nos tunes en album ou Francofolie de Montréal l'année d'après. Donc, mais les Francouvertes, ça tente-tu de jaser de ça, Doom, un peu? On peut jaser de ça. Ben, c'est ça, on s'est croisés là il n'y a pas longtemps. Là. Oui, avec Ariane Roy, qui est toujours première. Toi, c'est son guitariste. Écoute, elle est toujours numéro 1, ouais. Il reste du monde à passer? Y avait-tu des shows qui ont été annulés? Là? Dans le fond, là, c'est triste.
Mais Ouais, toi, tu trouvais être qui? Tu trouvais être un juge ou un... Toi, Émile, t'es porte-parole de ça, hein? Porte-parole. Ok. Porte-parole, buveur de bière avec les candidats. Important de le mentionner. Ben oui. Buveur de bière professionnel. Ouais, Oui, moi, j'aime ça chiller. Tu sais, parce que moi, malheureusement... Moi, j'aime ça chiller. Oh, moi, j'aime ça chiller, man. Mais moi, quand je l'avais fait, malheureusement, mes porte-paroles, tu sais, ils se montraient puis repartaient. Moi, j'ai été très inspiré de Linda Lemay quand j'ai fait le festival de la chanson de Granby. Hey, on la surnommait Linda Tequila. Oh yeah! Hey, man, elle, là, Elle aimait ça chiller. à chaque fin de demi-finale, elle prenait une table, OK, dans le bar, le Macintosh, puis là, elle mettait de l'alcool fort, du vin, de la bière, name it, sur une table, puis là, elle disait, à chaque demi-finale, les jeunes, gâtez-vous, esti, c'est sur mon bras. Puis là, elle fermait le bar avec nous autres, elle jouait de la guitare, on jouait au golf. Puis moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu quelqu'un connaître autant de succès, être autant reconnu, être aussi généreux, puis qui disait, moi, si je fais ça, c'est parce que je me reconnais en vous quand je commençais, puis j'écrivais mes tunes sur le bord d'église de Granby. Puis c'est ça l'apport, je pense, qu'un porte-parole doit amener, c'est de leur dire que ça se peut, tu sais. Puis quand on parlait de sexe à Ariane puis toi, là, à Grenade, là, j'avais l'impression que j'enflais les bottes à Linda, là. J'étais content. Linda Junior, man, esti. Mais là, c'est ça. Ça doit être vraiment le fun pour les artistes, justement, d'avoir des porte-étendards qui ont réussi, puis qui sont dans le milieu, puis qui parlent avec eux autres. Tu peux tout le temps apprendre de gens comme ça. Écoute, PH, tu sais, à Granby, par exemple, là, il y a des invités qui viennent nous parler du métier, que ce soit en édition, des trucs scéniques, des trucs vocaux, des trucs de droit d'auteur. Puis à chaque fois, je m'en rappelle, j'avais 17 ans, ils commençaient leur conférence en disant « Bon, là, il y en a 24, là. J'aimerais ça vous dire que statistiquement, il y a des chances qu'il y en a un qui perce, mais il n'y en aura pas un cri statistiquement. » Puis là, t'es comme, tu commences, tu sais, t'as pas le goût de l'écouter, tout ça. Puis c'est important que des gens disent « Oui, ça se peut. Oui, j'ai 23. J'ai 2 albums, puis je gagne ma vie, puis je paye du monde pour qu'ils m'aident. » Tu sais. Je trouve que ça, c'est plus important que « Tu devrais chanter comme ça. » Tu sais. C'est important de dire que ça se peut. Absolument. Puis tu sais, aussi la notion de percée ou de succès, je veux dire, il y a plein de musiciens, plein d'artistes qui sont pas dans tous les talk shows, qui sont pas à la télévision, mais qui font leur passion puis qui arrivent à en vivre quand même. Là, non. Exactement. Mais c'est à ton échelle. Puis, tu sais, il y en a qui écrivent des textes. Il y a des excellents auteurs qui donnent des textes à d'autres artistes qui gagnent très bien leur vie. Puis pour eux, ça leur plaît, tu sais, d'être juste auteur, compositeur d'une tune. Pas besoin d'être sur le stage devant 10 000 personnes. Tu sais, tout le monde a son échelle de succès. Ouais, puis tu sais, le succès est vraiment relatif. Là. Admettons, moi, qu'est-ce que je considère comme du succès? Là? Est-ce que je considère que de faire de la musique qui te permet de te payer, mettons, un 3,5, ta bouffe, puis tes déplacements, est-ce que c'est du succès? Moi, je trouve que c'est du succès en crise, là, tu sais. Moi aussi, je trouve que t'es pas obligé d'avoir une maison de 1,5 million, de faire des shows dans le Centre Bell, là, tu sais. Exact. C'est quétaine dans la crise que je vais dire, là. Ah, mais dans la vie, non, mais dans la vie, le seul but, mettons, peut-être pas le seul but, mais un des buts, je veux dire, dans la vie, c'est d'être heureux, là, c'est ça l'important. Là. Je veux dire, si toi, t'es heureux sans faire un salaire incroyable ou sans être connu de tous, riche et célèbre, pour toi, c'est ça ta définition du bonheur. Ben oui. Tu fais ce que t'aimes, tu fais de la musique ou quoi, peu importe ce que tu fais. Moi, personnellement... On met sur un piédestal, un certain type de succès, mais je veux dire, si t'es malheureux ou si t'es un trou de cul, que tu sois connu ou riche, tu vas être aussi malheureux puis tu vas être autant un trou de cul. Je veux dire, c'est pas ça qui définit tant qu'à moi le bonheur. C'est juste d'être à la bonne place où tu veux être. Puis ben, être c'est bien, ça, tu sais. Moi, je vais continuer dans ta lignée, dans ta poussée de kétinitude, man. Moi, ce que je trouve le plus agréable dans mon métier, c'est de rencontrer des gens. Rencontrer autant le public que d'autres artistes. Tu sais, je pense qu'on a la preuve aujourd'hui. Puis pour vrai, ça me nourrit infiniment de peser le pouls de ce qui se crée, de ce qui se fait, de ce que le monde pense, tu sais. Puis pour vrai, moi, je regarde pas tant mes finances. J'ai un papa qui m'aide énormément. Puis je compte bien que ça reste de même encore une couple d'années parce que je me dis que si j'avais trop le nez dans mes finances, dans mes revenus, ben ma perception de comment et pourquoi écrire des tunes changerait. Alors là, aujourd'hui, j'écris des chansons parce que j'ai le goût de dire ça. J'écris des chansons parce que j'ai le goût d'exploiter cette musicalité-là. J'écris pas des tunes pour payer ça, puis en me disant, est-ce que mes frais, tout... Non, tu sais.
moi, le succès pour moi, c'est d'avoir la chance de faire des spectacles, de rencontrer des gens. Puis ça peut sembler comme facile puis un peu rêveur dit de même, mais c'est essentiel pour moi de jouer avec d'autres musiciens, de prendre une bière avec d'autres auteurs-compositeurs, de penser à des vidéoclips avec d'autres créateurs qui font quelque chose de complètement différent de moi. Et c'est pour ça, sans parler des revenus et de la chance que j'ai de passer à la radio, c'est pour ça que je pense que je suis heureux. C'est parce que je fais ce que j'aime. Puis je suis convaincu que les gens vont trouver la force, les gens qui sont aussi passionnés que moi, de faire ce métier-là contre vents et marées. C'est beau, man, c'est beau. Merci. Est-ce que si je te pose cette question-là, en fait, je vais te poser cette question-là puis je vais te laisser répondre. Est-ce que moi, c'est souvent une question que je me pose. Je me dis, qu'est-ce que je ferais différent avec infini de ressources, mettons? Tabarnak! Hey, c'est tellement... Là, c'est une question bonbon, mon beau PH. Ben, je vais prendre des violons, des cuivres, des horns. Non, mais c'est sûr que... Mais mettons, dans ton art, mais aussi à l'échelle de ta vie. Parce que moi, quand je me pose cette question-là, je me dis souvent, pas grand-chose. Ouais. Tu sais, pas grand-chose. C'est sûr. Moi, je suis pareil comme toi. Je pense que j'ai réussi à trouver une twist dans ta question. Je pense que je redonnerais aux autres, tu sais. Exact. T'en prendrais pas plus pour toi, tu ferais juste en donner aux autres. Exact, man. En ce moment, là, je trouve que cette crise-là a vraiment ouvert une bonne porte sur les travailleurs essentiels, puis leur manque de revenus, leur manque de ressources. Puis moi, pour vrai, si tu me donnais un prix à l'auto, là, je te colisserais tout ça dans leur poche, man, puis bien emballé avec un beau ruban, parce que ces gens-là... Aujourd'hui, ces gens-là, ce sont pas des professionnels, ce sont des gens courageux. Courageux. Nous autres, on se fait dire à toutes les heures à TV que c'est important d'être confiné, que c'est une maladie dangereuse, que si tu fais de l'asthme, tu es en danger, le risque zéro n'existe pas. Puis eux autres, ils sont catapultés dans les hôpitaux, dans les résidences avec des salaires ridicules. Puis je sais que, tu sais, être préposé dans une économie d'État, il n'y a pas de dérivé pour que l'État se fasse du cash avec ça. Mais c'est important de mieux définir, suite à cette crise-là, l'apport de ces gens-là, sans penser à une approche économique. Tu sais. Est-ce que tu es optimiste par rapport au retour de cette crise-là? On en parlait l'autre jour, Dom puis moi, puis on se disait possiblement qu'on était semi-optimiste devant l'idée que l'être humain est ce qui est, puis souvent c'est l'argent qui drive tout, puis que possiblement que quand on allait revenir, pas grand-chose allait changer. Tu sais, toi tu le vois comment, ça? Moi, je pense que c'est notre job, c'est vraiment notre job, parce que il y a beaucoup de dossiers qui étaient en mode alarme, là. Je pense notamment au dossier écologique, là. Je pense vraiment qu'il y a un coup à jouer là. Je pense aussi je pense que veut pas, il va falloir commencer à penser à une base d'un nouveau système économique. Parce que ça n'a pas de bon sens que des mères monoparentales avec un revenu minimum se retrouvent à vivre dans ce système-là, tu sais. Puis ces gens-là n'ont pas le temps de faire les manifs puis d'être en tabarnak. Tu sais, il faut qu'ils aillent à job, il faut qu'ils aillent nourrir leurs enfants. Puis moi, je pense qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là, au point de vue écologique, au point de vue aussi partage des ressources, partage de l'argent. Je pense que moi, je suis pas la personne pour le faire. Je vais le chanter parce que je le sens, parce que j'ai des amis qui m'en parlent souvent. Mais définitivement qu'il y a des gens qui sont beaucoup désavantagés à cause de notre système en ce moment. Puis, on peut ne pas s'avancer là-dedans, mais tu penses que ça passe par quoi? Est-ce que tu penses que ça passe par un système de surimposition des riches, des industries qui sont à 1%, comment ça se manifeste? Ben là, en ce moment, on peut le voir, le fédéral a donné de l'aide financière aux entreprises qui étaient dans les paradis fiscaux. Mm-hmm. On peut peut-être commencer par là. Des gens qui refusent de payer leurs impôts, leurs taxes, qui organisent des magouilles
pour pas redonner à un territoire qui leur a donné les opportunités de s'enrichir, à une population qui fait partie prenante de leur économie, de leur chiffre d'État, de financement. Je trouve ça ridicule. Je pense qu'on devrait commencer par là. Trudeau a vraiment... J'ai ça commencer par Trudeau. J'ai l'impression d'être une madame dans son char en tabarnak qui fume des tops avec 3 dents. Mais Trudeau a vraiment fait une gaffe là. Il a manqué de leadership. Encore une fois, le Canada nous a laissé tomber. Il donne du support à des grosses compagnies qui sont dans les paradis fiscaux, alors qu'il y a plein de belles PME qui font qui font des produits qui respectent l'environnement, qui engagent des gens d'ici, qui ont à peine l'argent pour avoir la tête hors de l'eau. Ça, c'est une des plus grandes absurdités, tant qu'à moi, là, que c'est... Ouais. On n'en parle pas assez dans les médias, je trouve. C'est fait pratiquement au vu et au su de tous, là, tu sais, puis souvent, c'est même légal, là, tu sais, c'est de l'évasion fiscale dans... Des filiales, des compagnies à numéro dans aux Bahamas, puis on met ça là, tu sais, Ouais, ils pensent que genre ils sont en droit de pas redonner à la société qui les ont aidés à avoir du succès économiquement. C'est absurde. C'est comme si moi je disais, hey, moi je ferai pas de show, hostie, je ferai pas de show gratuit. C'est ridicule. Les gens qui ont des industries ont besoin de la population pour acheter leurs produits. T'sais, ils ont besoin de faire partie de cette société-là. Quand je vois des ultra riches arrêter de financer les hôpitaux, les écoles, parce que c'est ça des impôts puis des taxes, j'ai juste le goût, comme je l'ai dit à Soirée est encore jeune, de prendre les armes. Mais tu sais, c'est une manière... De mettre des bombes, là. C'est ce qu'on dit, là. La révolution. Ça a fait mal quand j'ai dit ça à Soirée est encore jeune. Même tout le monde était comme Émile Bilodeau, il veut se battre, il veut aller. Il fait le kiss. Mais tu sais, c'est une manière de parler parce qu'à un moment donné, s'il y a personne qui fait rien, si les partis politiques minoritaires qui ont ces idées-là se font fermer à trappe parce qu'ils ont juste 3 minutes de parole à l'Assemblée, à un moment donné, les gens qui subissent les injustices, ils vont falloir qu'ils fassent une manif et une manif avec les poings fermés. T'sais. Mais c'est ça, tu sais. Je veux pas promouvoir la violence, mais je veux dire, l'urgence est là. On la sent. Cette crise-là a fait ressortir tout ce qu'il y avait de pas beau dans notre État, dans notre société. Puis il va falloir mettre les points CI en sortant de ça. Là. Tout à fait. Je pense qu'il y a plein justement de choses qu'on s'est fait mettre dans le nez. Justement, ça nous met la face dans les injustices, on les voit plus. Puis je veux dire, c'est certain que les salaires des préposés bénéficiaires après cette crise-là, ce ne sera plus jamais le même. Là, puis... Ben oui, puis notre rapport aussi aux gens vieillissants de notre population. Tu sais, avant, on pensait dans l'univers populaire, dans l'imaginaire, que c'était des gens en vacances, c'était des gens en repos. Ils vivaient la belle vie, tu sais, alors que nous, on travaille, on fait des gros chiffres. Mais non, ces gens-là vivent de l'isolement. Ils vivent un danger de mourir en ce moment, certes, mais aussi un danger de mourir sans dignité. Et puis, ça, il faut vraiment, au Québec particulièrement, qu'on redéfinisse le lien avec nos aînés, nos sages, qui ont bâti la société juste du Québec à grands coups de taxes, d'impôts, d'idées, puis de débats. Et puis, de savoir que ces gens-là meurent en ce moment dans leur pisse, dans leur marde, ça me fait extrêmement de peine. Puis, il faut remédier. Tu sais, on les met en résidence. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de repenser le système, d'avoir un aîné chez nous, de mettre nos aînés en contact avec la jeunesse, que ce soit, tu sais, ça s'est vu là récemment là, des aînés qui gardaient des plus jeunes enfants en bas de 6 ans. Là, tu sais, il faut redéfinir un peu le lien qu'on a et le rapport qu'on a avec les personnes aînées. Là où ça devient difficile, je pense, puis c'est quand que ces personnes-là, tu sais, dans la CHSLD, c'est beaucoup des gens non autonomes, tu sais. Avoir à la charge à la maison une personne non autonome, c'est pratiquement une job. Ouais, t'as raison. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement difficile. Tu sais. Non, c'est un dossier. Faut que tu sois qualifié aussi pour... Soit qualifié. Quelqu'un qui souffre de démence ou d'Alzheimer ou tout ça, avoir cette personne-là à la maison. Clairement, notre système ne fonctionne pas, mais c'est quoi le meilleur? C'est extrêmement difficile. Je veux dire, quand ton grand-papa a encore toute sa tête, puis tout ça, évidemment que ça va bien, tu sais. Oui. Après ça, quand c'est des sacrifices que toi-même, tu dois peut-être arrêter de travailler à temps partiel pour t'occuper d'un aîné, là, ça devient exactement. Je pense une situation difficile. Mais clairement qu'en ce moment, les conditions, je veux dire, d'un CHSLD, les gens sont entassés, sont plusieurs par chambre. Je veux dire, c'est pas des conditions de vie
Hey, avez-vous écouté la vidéo de Catherine Dorion? Là? Je ne vais pas faire de propagande politique ou je vais pas montrer pour qui je vote, là, mais Catherine Dorion a fait une vidéo incroyable. Elle lit une lettre d'une femme qui s'est portée volontaire à aller aider dans les résidences, puis elle s'est retrouvée à gérer une vingtaine de personnes aînées sans formation. Puis elle voulait juste aider à faire des tâches annexes. Puis elle se retrouve, elle s'occupe de 20 vies, elle est débordée, le stress immense, puis le traumatisme de voir des gens mourir, des gens en détresse. Il faut vraiment que le Québec redéfinisse ça à la fin de la crise. Là, il faut juste qu'on mette des bras puis qu'on surmonte la pente. Mais il va falloir qu'on s'assoie, que Marguerite Blais, qui est là depuis longtemps, la ministre des Aînés du Québec, elle est là depuis longtemps. Il va falloir y poser des questions. Il va falloir aussi qu'on invite des représentants des syndicats à venir parler devant le premier ministre face à face. C'est quelque chose de dramatique. Je le répète, c'est des gens qui, toute leur vie, comme vous et moi, ont travaillé, ont payé des impôts, des taxes, ont fait de cette société une société juste, puis qui se retrouvent complètement démunis, sans service, sans ressources, sans dignité. Il y a vraiment une urgence nationale qu'il faut remédier là, après la crise. Mais ça, je pense, tout le monde est d'accord avec ça, qu'il y a un problème, ça n'a pas de bon sens. Je pense que ça serait quasiment... Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Ça serait presque inhumain de dire que c'est pas grave. Je veux dire, tout le monde trouve ça grave, mais après Parce qu'on va tous finir vieux, je veux dire. C'est comme, veux pas, il y a quelque chose aussi de très égocentrique dans ce dossier-là. Fait que je pense que ça va se régler. Mais je veux dire, après ça, c'est à chaque citoyen. Tu sais, tout le monde trouve ça pas de bon sens, mais tout le monde chiale aussi qu'on paye trop d'impôts, qu'on paye trop de taxes, etc., etc. Après ça, il faut aussi accepter que tout ça a un coût, puis d'être content de le payer parce que tu payes aussi pour le toit de ton père ou de ta grand-mère ou tout ça. Fait que... Moi, je suis un gars très de gauche, là, fait qu'avec vos impôts, vous me faites pas peur. Moi, la dette du Québec, je l'aime énormément. Tu sais, quand on regarde notre dette, on peut comprendre aussi tous les acquis qu'on a que le reste de l'Amérique n'a pas. Là, tu sais, aux États-Unis, par exemple, le fait de ne pas pouvoir aller à l'hôpital quand on a envie, là, c'est quelque chose de... On peut être fier de la société qu'on a bâtie. Tu sais, je pense qu'en ce moment, aussi, on réalise la chance qu'on a d'être Québécois et d'être Canadien. Là, je veux dire, avec toutes les mesures, toute l'aide qu'on a. Je veux dire, moi, en ce moment, je suis pas en situation de stress financier parce que j'ai de l'aide du fédéral. Je veux dire, si j'étais aux États-Unis, puis si, mettons, j'attrapais le coronavirus ou une autre maladie, je passerais peut-être 2 fois avant d'aller me faire traiter parce que ça me coûterait les yeux de la tête. J'aurais peut-être pas d'aide gouvernementale comme on en a ici. Fait que, tu sais, on est chanceux d'être né où on est né. Là, en ce moment, on a les discussions qu'on a sur notre société, sur notre identité, sur notre culture, parce qu'on peut se permettre de prendre le temps de discuter avec une petite bière, avec notre Wi-Fi. Tu sais. Je pense que oui, on est chanceux d'être privilégié, mais il faut aussi continuer de parler de cette société-là. Tu sais. On serait fou de juste se fermer les oreilles, se fermer les yeux, puis tout va bien. Tu sais. Non, il faut les avoir, ces discussions-là, entre nous, tu sais, parce que sinon, on fait du surplace, puis les inégalités restent les mêmes. Tu sais. C'est Laurent Turcot qui est allé à Tout le monde en parle, puis qui disait qu'après cette crise-là, lui, quand il allait voir son rapport d'impôt, il allait être content de le payer. Là. Il dit embrasser ma lettre. Embrasser ma lettre avant de la mettre. Tout le monde, tu sais, parfait. Là. Merci beaucoup. Là. Il y a une belle solidarité. Ça, on peut peut-être terminer tranquillement sur le côté positif de la crise, si vous le voulez bien. Oui. Premièrement, je trouve que l'apport des enfants en est un qui est quand même assez exceptionnel. Je sais que le « ça va bien aller », c'est vraiment une idée d'un dessin avec un arc-en-ciel. Puis ça, c'est vraiment venu de la toute petite jeunesse québécoise qui a réussi, veut pas, à nous mettre un sourire puis à se dire OK, on va surmonter ça aussi pour eux, là, parce que pour le début, la crise, les enfants, c'était des vacances. Mais à un certain moment donné, tu t'ennuies de tes amis, tu t'ennuies de ton prof, tu t'ennuies d'apprendre. Puis je trouve que la jeunesse a été vraiment exemplaire, a vraiment été solidaire, sans même le savoir peut-être. Oui, tout à fait, tout à fait. Je veux avoir... en fait, je pense que tout le monde a été solidaire dans cette histoire-là, puis c'est probablement le positif que je vois de tout ça. Puis au début, possiblement que ma pensée a changé un petit peu, mais ma première réaction quand le gouvernement a pris des décisions assez drastiques rapidement,
puis que tout le monde embarquait dans ça, puis que personne semblait s'opposer aux mesures, ma première réaction, ça a été de dire « Wow! » Vraiment, vraiment. Wow, tout le monde embarque dans ce bateau-là sans poser trop de questions parce que c'est la direction qu'on va aller, tu sais. Puis ça m'a rendu optimiste par rapport à, par exemple, la question des changements climatiques, de dire quand on va faire face, même si c'est une urgence déjà, mais quand on va être rendu au pied du mur, là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis ça me rend optimiste par rapport à ça. Maintenant, est-ce que ma vision optimiste du projet de société a changé un petit peu quand on voit que maintenant le penchant économique est en train de tirer son bout de la corde puis tout, peut-être un petit peu, mais somme toute, je trouve que ça a été une espèce de tout le monde ensemble, on met la main à la pâte, on met l'épaule à la roue, puis vraiment, puis on je suis avance d'accord avec ensemble. Toi. Oui, ça a vraiment été. Ah oui, je t'écoute, Dom, mais oui. Non, vas-y, excuse. Vas-y. Non, mais on a tout dit un peu notre moment fort. Ça peut être à toi, mon beau Dom. Non, mais j'écoutais, là, tu parlais de changement climatique, PH, puis l'autre jour, j'écoutais un podcast avec une scientifique que c'est sa spécialité, puis elle est aussi prof en sciences politiques parce que changement climatique et politique, c'est très interrelié, là, si on veut. Puis elle disait la différence entre la crise, mettons, du coronavirus puis la crise climatique, c'est la vitesse à laquelle ça se déploie. Oui, c'est ça. Le coronavirus, ça se déploie excessivement rapidement. C'est arrivé vite. On prend des mesures rapidement. Tandis que le changement climatique, ça se déploie en slow motion. Ça, c'est très intéressant. C'est vrai, ça. C'est vrai. On a été sauvés, veut pas, par la véracité de cette COVID-là. On s'est tous dit, OK, on travaille ensemble pour remédier, alors que les catastrophes naturelles arrivent de manière lente, assez agressive, mais tu sais, de plus en plus, c'est concentré dans une année, mais on a de la difficulté vraiment à voir l'augmentation de la ça. courbe, oui. L'engrenage. La fameuse courbe. Mettons, le coronavirus, ça a commencé quand? En décembre, là, mettons, en Chine, en novembre, peut-être, je sais pas, là, tu sais. Ça fait pas longtemps, là, ça fait qu'on parle de quelques mois, puis maintenant, la vie est radicalement différente, là, quelques mois plus tard. Je veux dire, c'est un nouveau monde dans lequel on vit. Le changement climatique, ça fait des décennies, voire des siècles que l'engrenage est commencé. Puis cette spécialiste-là, elle disait en ce moment, mettons, dans les changements climatiques, où on en est dans l'évolution de la crise, c'est l'équivalent du coronavirus à la deuxième semaine de mars. La deuxième semaine de mars, c'est quand que shit a un peu hit de fan, puis que là, on s'est mis à capoter. Puis OK! C'est intéressant, ça. Mais là, en ce moment, là, on est rendu au mois de 11 mai. Au Québec, on n'a pas encore atteint le pic. Fait qu'on commence la crise climatique, tu sais, puis je veux dire, ça a été excessivement long, fait que ça va durer longtemps, puis ça va être excessivement long avant qu'on puisse en sortir aussi, tu sais, fait que... Mon PH, on a été optimiste, mais là, lui, il nous a ramené en esti. Non, mais ça pour dire en fait, c'est qu'il nous reste du temps, c'est ça, la question, c'est qu'il nous reste du temps pour agir. Il nous reste aussi du temps pour agir. Elle disait, en ce moment, là, à cause du coronavirus, les émissions de gaz à effet de serre sont drastiquement coupées, là, je veux dire. En ce moment, pour l'environnement, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour les humains, c'est une très mauvaise nouvelle, mais pour l'environnement, c'est une bonne nouvelle. Mais là ces changements-là, ces coupures d'émissions-là ne sont pas sustainable, si on veut, parce que là, en ce moment, les humains en payent le prix. T'sais. Mais si on arrive à trouver une manière de garder cet impact environnemental-là qu'on a en ce moment. L'autre fois, on en parlait ensemble, tu l'as bien dit, là, c'est télétravail, ça va prendre une grosse coche dans les prochains dans les prochaines années, c'est sûr. Voler, tu vas y penser 2 fois avant de prendre l'avion pour rien. Tu sais, un meeting, mettons, combien il y a de business meetings? Hey, il y a des avions là, qui font New York, Los Angeles pour 50$ parce qu'il y a des CEO qui se rendent à une place pour avoir un meeting en personne. Ça va s'en aller. Tu sais, moi, j'ai l'impression, économie locale aussi, acheter local. Qualité aussi, tu sais, la technologie. Avez-vous vu le pétrole dropper? Hey man, j'avais une grosse érection. C'est complètement malade. Parce que là, on est en train de redéfinir le plan national canadien de comme, OK, les compagnies pétrolières à cette heure, ils doivent acheter leurs ventes. Ils sont en train de donner du cash à des ultramars de ce monde pour qu'ils achètent leur pétrole parce que plus personne en utilise pour se déplacer. Puis moi, je trouve ça cool parce que ça ouvre peut-être une porte à justement, OK, le pétrole a fait son temps. Maintenant, on peut peut-être aller chercher une ressource naturelle moins coûteuse, moins polluante. Fait que tout ça, c'est des dossiers qu'on va devoir
comme je vous disais, il va falloir aller dans la rue pour témoigner notre envie de se sortir de ce cercle vicieux qui est le pétrole pour le Canada depuis longtemps. Comment t'entrevois le retour du milieu artistique? Écoutez, c'est une bonne question. Moi, j'ai une maison de disques qui travaille chaque, là, parce que je suis rendu... c'est bien correct. C'est bien correct. Toi, t'étais-tu en tournée en ce moment? Ah oui, man, mais c'est pas le plus à plaindre, là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'industrie de la musique, tu le sais, Dom, n'est pas à ses premières poques. On a aussi un public, comme je le disais là, quand j'essayais de définir ce qu'était un Québécois, un public très attendrissant envers ses artistes, envers l'industrie artistique, que ce soit l'humour, la musique, la danse, le théâtre, whatever. Fait que moi, je pense qu'on va être capable de s'en remettre, mais pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire ça va être quoi le plan. Ce que je sais, c'est qu'on peut acheter des albums. Ce que je sais, c'est qu'on peut acheter des films. On peut encourager les artistes qu'on aime. On peut acheter des œuvres visuelles aussi. Donc, il faut que les gens pensent à ça. Puis moi, je vais être là pour leur dire longtemps, tous les samedis à 21h sur mon Instagram avec mes entrevues. As-tu des insights? Là, j'en reviens aux Francouvertes, là, mais est-ce que ils vont-tu finir le concours d'une certaine manière à un moment donné? On sait pas. C'est ce qui me fait le plus de peine, Dom, parce qu'à chaque année, on sait... il y a des Dom aussi. Mais moi, c'est sûr que je trouve ça triste parce que, tu sais, mettons, moi, je travaille beaucoup avec Ariane, tu sais, puis je joue avec en live avec elle, puis tu sais, on travaille en studio aussi, c'est moi qui ai réalisé ses tunes, puis tout ça, tu sais. Félicitations, man, c'est du gros boulot, man. Merci, t'es fin, merci, t'es vraiment fin, mais tu sais, justement, c'était comme le moment, mais tu sais, c'était le breaking point quasiment. Il faut toujours relativiser parce qu'il y a du monde tellement plus à plaindre que nous autres, mais tu sais, je dis, OK, c'est là, je sortais mes affaires, là, elle faisait ses lancements, les Francouvertes, elle était première, c'était comme gros buzz, puis là, boum, tu sais. C'est ce qui me fait le plus de peine, c'est la nouvelle cuvée qui arrive à chaque année, puis cette cuvée-là va se heurter à un frein, un coït interrompu de leur momentum. Je reviens à mon chum Gab Bouchard, qui avait sorti un album incroyable aussi, qui a fait un show. Sa tournée, ça a été un show. C'est la soirée où le gouvernement a annoncé les mesures de 250 personnes et moins. Fait que vu que c'était une salle de 250 personnes et moins, ils ont pu faire un show. Puis c'est drôle parce que ils ont filmé ça, tu sais, avec une équipe de documentaires. Puis c'est comme, voici l'intégralité de la tournée. Triste pareil. Aïe, aïe. C'est triste pareil en esti. Exact. C'est le cas de dire. Mais non, mais on va surmonter ça demain. T'es avec moi? Ah oui, ben oui. Ah ouais, tu devrais l'inviter, Ariane, à ton émission. Clair. C'est clair. Dès que j'ai la confirmation que les Francouvertes sont annulées, je vais l'appeler, puis il n'y aura plus de favoritisme de porte-parole. Ouais, c'est ça le problème. Exact. Hey, Linda Tequila est trop smart, là. J'ai une question pour toi, une question que j'avais posée à Catherine Brunet dernièrement sur le podcast, justement. En tant que nationaliste fier comme toi... Catherine Fournier, excuse. Non, Catherine Brunet. OK, la comédienne. Une autre Catherine. Non, je sais, elle a fait l'affaire 2000 avec Julien Lacroix. Ouais, exact. C'est drôle. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri devant une série québécoise de même. Bravo, Catherine. Je t'écoute, mon PH. Puis la question que je posais, c'était... admettons qu'il y a un extraterrestre qui arrive ici, là, puis qui veut... il veut essayer de comprendre toutes les différentes personnes qui habitent sa planète, tous les différents pays, toutes les différentes nations, puis qui arrive au Québec, puis qui veut voir 3 affaires. Qu'est-ce que tu lui montres? Moi, premièrement, je montre ma grand-mère du côté de mon père. L'extraterrestre va pogner 2 minutes. Il va se retrouver avec une gente dame qui a été enseignante, justement, qui a un vocabulaire saguenéen délicieux, riche. Puis je pense qu'elle va lui faire une petite tourtière, elle va lui donner une petite bière de la région. Puis je pense qu'il va sentir toute la chaleur qu'un Québécois ou qu'une Québécoise peut transmettre. Après ça, je lui ferai rencontrer Laurent Duvernay-Tardif ou Georges Saint-Pierre juste pour lui montrer que... Voici la mec plus ultra. La machine la plus calibrée de notre nation. Puis après ça, écoute, je sais pas, l'extraterrestre, je l'amènerais voir un show de Jean Leloup, tu sais. Ouais. Écoute, man, il faut la vivre, cette culture-là. On peut la décrire autant qu'on veut, mais il faut aller en région, il faut aller à Montréal, il faut aller à Québec, il faut aller voir c'est quoi, il faut rencontrer les gens.
de toutes les cultures, de toutes les couleurs. Fait que je pense que l'extraterrestre, ça serait un gros road trip. Tu sais que cette question-là, là, elle s'est déjà été posée, puis ils ont même déjà... tu sais, la sonde Voyager, là, ils ont envoyé ça dans l'espace, puis là, maintenant, elle est rendue plus loin que le système solaire, elle est rendue comme dans le vide. Puis, tu sais, il y a comme un disque d'or là-dessus, là, avec comme plein d'informations sur les humains. Puis aussi, tu peux faire jouer le disque, puis il y a de la musique là-dessus. Puis, mon Dieu, y a-tu une de mes tunes? Je pense pas qu'il y ait une de tes tunes parce que t'étais pas né quand il l'a envoyé. Mais là, je me souvenais plus qu'est-ce qu'ils ont mis là-dessus. Ouais, ils ont mis, premièrement, il y a comme des dessins d'un genre d'un homme et d'une femme tout nu, tu sais, pour qu'ils voient comme un humain, ça ressemble à quoi, avec un peu des indications, genre interstellaires de comme où se trouve la Terre, là, tu sais. Incroyable. Après ça, tu sais, mettons, t'as plein d'affaires, t'as plein de sons de la Terre, t'as, mettons, tu sais, aïe, c'est drôle. Je me demande en esti c'est quoi le son, mais ils ont envoyé. Non, mais tu sais, mettons qu'il y a t'as des sons d'animaux, t'as des sons d'animaux, t'as des sons de nature, t'as des sons de shit. Ils ont mis de la musique, je vais aller chercher, c'est quoi qu'ils ont mis? Ils ont mis plein de langues. Des langues? Plein de langues différentes. OK. Ils ont mis Jean-Sébastien Bach. Ah ben oui. Ils ont mis... ben, tu sais, ils ont mis de la musique de toutes sortes de... Tu sais, du Mexique, du Sénégal. Ils ont-tu mis le dernier album des deux frères? Non, ils l'ont oublié, celle-là. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont pas rappelé, Ils ont mis des tambours péruviens, ils ont mis toutes sortes d'affaires de partout. C'est débile, ça, c'est hot. Imagine, tu tombes là-dessus, t'as l'extraterrestre, tu tombes là-dessus, là. Ah oui. Comme tout genre, une espèce de condensé, la culture. De qui on est, tu sais, sur Terre. Ouais. C'est un bel exercice de juste ramener, OK, c'est quoi un humain sur Terre, tu sais, puis de juste ramener ça à l'essentiel, de juste vivre sur cette planète-là, tu sais. C'est intéressant. Ouais, parce que c'est sûr que... Veux pas. D'un point de vue extérieur, de quelqu'un qui n'a aucune crise d'idée, là. Puis ça, j'écoutais Elon Musk qui était sur le podcast de Joe Rogan dernièrement. Puis il parlait beaucoup d'intelligence artificielle. Puis de comme possiblement une espèce de... d'implantation dans ton cerveau qui permettrait à deux êtres de communiquer sans parler avec un langage extrêmement efficace, parce que quand on essaie de parler, on se perd dans les dédales des langues, puis mettons, l'information que j'ai, que je veux vous transmettre, faut qu'elle passe par ma voix, faut que vous la receviez, faut que vous l'interprétiez, fait qu'il y a beaucoup de chances que le message soit pas exactement celui que je veux. Fait que là, il parlait beaucoup d'espèce de façon de communiquer sans parler, tu sais, de transmettre directement mon idée à votre idée, tu sais, à vous. Là. Sans interférence. Sans interférence, ouais. C'est peut-être pour ça qu'il a appelé son flow. Ouais, c'est ça, exact. Pour être sûr que ça soit bien écrit dans le disquette en arrière. puis Joe Rogan, il fait un bon travail quand même de l'amener en disant « Hey man, mais je comprends, c'est hot, c'est cool, mais me semble qu'il y a quelque chose de riche à entendre quelqu'un s'exprimer comme du monde. » Avec un langage, tu sais. C'est deux philosophies, hein. La philosophie de l'artiste et la philosophie du scientifique qui veut que ça soit efficace, puis qui enlève toute la couleur, toute la chaleur, d'aller, je sais pas, au Pérou puis de parler péruvien, tu sais. Ouais, ou de juste rien comprendre. Il y a quelque chose aussi dans ça. Ouais. D'arriver dans la place, de signes. d'entendre des sons que tu connais pas, de voir des gens communiquer avec un langage que tu comprends pas. Il y a quelque chose là-dedans aussi. Oui, mais ça revient à ce qu'on disait justement en tout début d'entrevue là, sur le fait d'accueillir le monde qui veut faire partie de notre société. Ben, c'est d'avoir des couleurs, c'est d'avoir veut pas aussi une certaine, tu sais, pensez-y là, de la musique. Admettons, les Haïtiens qui viennent ici, même, qui font des griots, tu sais, d'avoir accès à cette richesse-là culturelle, culinaire, musicale, artistique, de tous les points de vue, tu sais, des professionnels aussi, des cerveaux qui ont un certain succès dans des domaines, d'avoir accès à ça. Donc, moi, je serais vraiment du bord à Joe Rogan. Là. Je défendrais l'idée d'embrasser les différences, puis d'embrasser les moments, justement, où on doit essayer de se comprendre puis essayer d'avancer ensemble. Mais l'argument d'Elon Musk, si on peut se permettre d'être geek 30 secondes, là, c'est de dire que, tu sais, mettons, en ce moment, la symbiose entre l'homme et la machine, l'espèce de transition vers être un cyborg, là, est déjà entamée dans le sens que on a déjà des téléphones tout le temps avec nous autres, puis si tu oublies ton téléphone à quelque part, puis tu as l'impression qu'il te manque un membre. Là, il te manque je suis en train d'écrire une chanson là-dessus, justement. Puis le refrain, c'est comme
comment les gens faisaient avant pour y répondre. Le monde devait vraiment être intelligent. Tu sais, c'est vraiment cette idée-là que quand tu te poses une question, tu vas sur Google, tu sais, le couplet, c'est comme je me pose bien des questions, mais s'il n'y avait pas Google, est-ce que je la trouverais pas drôle? Mon cerveau est gros comme une carotte. Est-ce que mon cerveau est gros comme une carotte? Je suis idiot ou juste un homme de mon époque? Tu sais, c'est vraiment cette relation-là de laisser quasiment. Moi, je suis même plus gêné de pas aller à l'école, puis de devenir connaisseur d'un concept ou d'un domaine, parce que je me dis, j'allais sur mon sel. Fait que définitivement, qu'il y a un problème là aussi. Je sais pas si ça tue la. Je suis pas convaincu que ça tue quand même la beauté ou la poésie ou l'art, tu sais. Malgré qu'on soit connecté. Je sais pas. Tu sais, on s'envoie déjà des messages. Après vous, les gars. Ben, en fait c'est sûr qu'il faut que ce soit... tu sais, c'est sûr qu'il y a une centralisation des opinions, puis que pour vraiment... J'ai l'impression que maintenant, c'est plus rare, mettons, quelqu'un qui va réussir à... Ça prend un bizarre pour amener une nouvelle idée, mettons. Là, bien dit. Ou un nouveau son. Là. Puis je dis pas ça, c'est pas péjoratif. Là. T'es un bizarre, à mon avis, toi, Émile. Ça prend un bizarre pour amener quelque chose de nouveau. Puis j'ai l'impression que maintenant, c'est plus difficile d'avoir des bizarres. Exact. J'ai l'impression que les générations qui s'en viennent, ça va être plus difficile d'avoir un bizarre parce qu'il va y avoir une espèce de globalisation. Mais il va en avoir encore, il va toujours avoir des bizarres là, qui vont faire leurs affaires ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir un petit peu moins de bizarres. Puis le monde a besoin de bizarres. Tellement, man, tellement. Mais c'est ça, là, on revient peut-être à un concept du regard de l'autre. T'sais. On a peur d'être différent, on a peur de ne pas être aimé. Puis je trouve qu'avec les réseaux sociaux, entre autres, on est en train de vivre l'époque des réseaux sociaux à 100 000 à l'heure avec la crise. Ben, les réseaux sociaux continuent d'axer notre regard sur qui sont beaux, qui sont moins beaux, qui sont drôles, qui sont moins. Malheureusement, je trouve que ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de gens qui vont vouloir être différents, sortir du lot. Mais c'est important qu'on encourage ces gens-là à être ce qu'ils sont. Puis, moi, je le fais. Moi, je chante ces valeurs-là, d'être différent puis d'être fou. Il y a une chanson qui s'appelle « Je suis un fou ». C'est important, man, parce que si on veut changer le monde, ça en prend des bizarres, c'est vrai. Tout à fait. Hey, merci beaucoup, man. Les gars, c'était tellement intéressant. Je vais me coucher vraiment moins niaiseux à soir puis continuez votre beau boulot. Moi, je vais essayer de faire de même de mon côté. Yes. C'est un plaisir. On a hâte d'entendre tes nouvelles tunes tristes. Ouais. Salut les gars, merci beaucoup. Salut man. Bye bye.